Lorsque le roi a envoyé le régiment de Carignan-Salière, ce n'était pas pour conquérir des terres lointaines, mais pour en sécuriser l'avenir. La rivière devait être tenue, les chemins protégés, les attaques cessées. Ces soldats ne sont pas venus chercher la gloire, mais la stabilité. Leur présence devait permettre aux colons de s'établir, aux familles de grandir et à la Nouvelle-France de tenir debout. Sans eux, rien ne peut durer. J'ai demandé ces hommes pour une raison simple. La colonie ne pouvait survivre sans protection. Le régiment de Carignan-Salière est venu fermer la rivière, sécuriser les voies et imposer une présence constante. Leur rôle n'est pas de livrer bataille sans fin, mais de créer les conditions de la paix. C'est ainsi que se bâtit une colonie. À peine arrivés à Québec, ces hommes n'ont pas été dispersés au hasard. Ils ont été envoyés vers la rivière Richelieu, là où la colonie était la plus vulnérable. Quand je suis arrivé en Nouvelle-France, j'avais 28 ans. J'étais jeune, en pleine santé et bien que d'un tempérament calme, rempli de vigueur. Et de la vigueur, j'allais en avoir besoin. Quand on est arrivé ici, on a vite compris une chose. La guerre n'attend pas les grandes batailles. Elle se glisse dans les gestes simples, dans ce qu'on surveille et dans ce qu'on protège sans en parler. Laissez-moi vous raconter une journée ordinaire telle que je l'ai vécue. Le jour commence tôt, souvent avant le soleil. On se lève quand il fait encore sombre. On dort où on peut, dans le bois ou dans une bâtisse grossière. L'air est froid ou humide selon la saison. Avant toute chose, je regarde mon mousquet. S'il ne fonctionne pas, je ne sers à rien. Chacun vérifie son équipement. La pierre, la poudre, la mèche. Ici, personne ne le fera à notre place. Ensuite vient le tour de garde. On surveille la rivière. On observe les chemins, on écoute plus qu'on ne parle. Il n'y a pas toujours quelque chose à voir, mais il faut regarder quand même. La plus grande partie du temps, on travaille, on coupe du bois, on redresse des pieux, on répare ce que l'hiver ou la pluie a abîmé. Il faut que le fort tienne. S'il ne tient pas, c'est toute la colonie aux abords de la rivière qui devient vulnérable. Pour les repas, on mange ce qu'il y a. Ce n'est pas long. On ne s'attarde pas. Pendant que certains mangent, d'autres montent à la garde. Ici, la vigilance ne s'arrête jamais. L'après-midi, on sort souvent, en patrouille, parfois pour reconnaître un secteur, parfois pour vérifier un bruit, une trace. C'est là qu'il faut être attentif. Les choses importantes ne font pas toujours de bruit. Dans le bois, on ne voit pas toujours ce qui nous voit. Autour du camp, la ronde se fait lente et régulière. Ce ne sont pas la peur ni la hâte qui guident les pas, mais l'habitude de veiller pour ceux qui se reposent derrière nous. Le soir, on revient au camp. On compte les hommes, on fait le rapport à l'officier, on dit ce qu'on a vu ou ce qu'on n'a pas vu, puis on remet notre équipement en état. On dort armé. La nuit, je dors par morceaux. Quand ce n'est pas mon tour de garde, je ferme les yeux, mais jamais longtemps. Ici, on apprend à être prêt avant d'apprendre à être tranquille. Les jours se ressemblent. Ce n'est pas une guerre de grande bataille, c'est une guerre de présence. On est là, et parce qu'on est là, la rivière reste fermée. On n'écrit pas l'histoire avec des discours. On la tient, jour après jour, silencieux, et tant qu'on est là, le camp tient encore. Voilà à quoi ressemblait une journée ici en tant que soldat. Rien d'extraordinaire, au fond, des gestes répétés, de l'attente et une vigilance qui ne s'éteint jamais tout à fait. On ne sait pas si ce qu'on fait sera retenu, ni même remarqué. Mais tant qu'on est là, tant que le feu brûle encore derrière les palissades, d'autres peuvent dormir. C'est pour ça qu'on tenait, jour après jour. Cette journée ressemble à toutes les autres, et pourtant, elle compte. Pas pour la gloire, ni pour les récits qu'on fera plus tard. Elle compte parce que grâce à elle, le camp tient, la rivière reste fermée et la nuit passe sans cri. C'était peu peut-être, mais ici c'était déjà beaucoup. Ce sont ces journées ordinaires, répétées sans relâche, qui ont changé le cours des choses. Par leur présence constante, les soldats du régiment de Carignan-Salière ont fermé les routes de la guerre et ouvert peu à peu celles de la négociation. C'est ainsi que la paix a commencé à devenir possible. La paix ne s'est pas conclue par un traité signé à la hâte. Elle s'est installée parce que le territoire n'était plus laissé sans défense. Les forts tenaient.
Les passages étaient surveillés. Les hommes étaient présents, en permanence. À force d'être là, jour après jour, sans relâche, la guerre a perdu du terrain. Et quand les armes se sont tues, une autre question s'est imposée. Que faire de ces hommes maintenant que la paix devenait possible? Dans une correspondance avec le ministre du roi, Jean-Baptiste Colbert, Jean Talon écrivit en 1667 ceci. Mon principal soin a été de rendre ce pays capable de se passer, le plus tôt qu'il se pourrait, de la France pour toutes les choses nécessaires à la vie. Ces mots de Jean Talon ne sont pas restés lettres mortes. Pour que ce pays puisse réellement se passer de la France, encore fallait-il que des hommes s'y enracinent, des hommes prêts à quitter l'uniforme pour la charrue. C'est pourquoi il fut décidé d'offrir des terres à ceux des soldats qui accepteraient de demeurer ici, de devenir habitants et de fonder famille. À Charlesbourg, nous avons voulu faire plus qu'une simple suite de concessions. Nous avons voulu un bourg, un lieu où les terres convergent vers une communauté autour de l'église, du moulin et des chemins communs. Bourg-Royal devait être le modèle de ce que pouvait devenir la Nouvelle-France, un pays habité, cultivé et capable de vivre par lui-même. Rendre ce pays capable de vivre par lui-même exigeait des hommes enracinés. Offrir des terres aux soldats fut un choix décisif. À Charlesbourg, avec Bourg-Royal, nous avons voulu bâtir non seulement des terres, mais une communauté. Il n'y a point de voyage plus rude que celui de la mer. Les traversées sont longues et pleines d'incommodités, tant pour le corps que pour l'esprit. L'eau se corrompt facilement durant ces longs voyages, et l'on est contraint d'en user avec grande retenue. Ceux qui arrivent de France sont souvent fort abattus, tant par la mer que par la longueur du passage. Correspondance de Marie de l'Incarnation. Nous savions ce que coûtait la traversée. Nous en lisions chaque mot dans les lettres venues de France. Celle qui montait à bord le faisait en connaissance de cause. Il fallait du courage pour quitter ainsi sa terre, et plus encore pour ne pas savoir ce qui attendait de l'autre côté. Nous n'ignorions rien de la mer, ni de ce qu'elle exigeait des corps et des âmes. Alors quand ces jeunes femmes ont fait le choix de venir, nous avons reconnu en elles une force rare. Pas celle du fracas, mais celle qui endure. Parmi elles, certaines ont traversé dans le silence. Je ne savais pas comment serait la traversée. Je savais seulement qu'elle devait se faire. Alors j'ai embarqué. Je ne suis pas partie en croyant que ce serait facile. Je suis partie parce qu'il fallait avancer, même sans savoir comment. La traversée n'a pas commencé au départ du navire. Elle a commencé quand j'ai cessé d'hésiter. Je me souviens du jour où la côte a commencé à disparaître. On est resté debout, silencieuse, devant nous l'océan. Derrière nous, une vie qu'on venait de quitter pour toujours. Devant moi, il n'y avait encore rien. Juste l'horizon. Mais quelque part, au-delà de l'eau, une nouvelle vie m'attendait. Le bateau n'était pas fait pour nous. En bas, il n'y avait ni fenêtre ni distance. Des lits serrés parmi les marchandises. Et des corps qui apprenaient à cohabiter. Les marches étaient étroites, l'air plus lourd à chaque pas. Nous étions installés sous le pont, là où l'air circule mal, là où la lumière arrive peu. Ici, le temps ne passe pas. Il s'étire. On attend. Sans savoir encore ce qu'on est en train de devenir, il n'y avait rien à faire. Ni travail, ni horizon. Juste rester là et apprendre à habiter l'attente. Rien ne tient droit ici. Alors on tient comme on peut. Il faut s'accrocher. Apprendre à bouger avec le bateau. Même quand tout résiste. Il y avait des jours où la mer semblait paisible, puis sans prévenir, elle devenait dure, capricieuse, indomptable. À certains moments, on lâche, pas par choix, mais parce qu'on n'a plus la force. On s'allongeait sans vraiment dormir, les corps trop près, l'espace trop étroit. Mais il fallait fermer les yeux quand même. Dans la cale, la nuit nous prenait toutes, alignées, fatiguées, portées par les mêmes mouvements, ceux du bateau ballottés par les vagues. Le matin revenait, on mangeait peu, on buvait ce qu'il fallait pour tenir. L'eau avait une odeur, il fallait la boire quand même. La nourriture ne gardait pas toujours son goût, mais c'était ce qu'on avait. Puis, nous avons quitté l'océan pour le fleuve qui nous conduirait à Québec. L'air changeait.
Alors j'ai monté les marches, une à une, épuisée, attirée par cet air nouveau que je ne savais pas encore nommer. Quelque chose s'est mis à pousser en moi. Alors j'ai avancé. La fatigue n'avait pas disparu, mais elle n'était plus seule. Je ne savais pas encore ce que j'allais voir, mais je devais y être. Je me suis arrêtée un instant. Derrière moi le fleuve, devant moi la terre. Je savais que c'était là, juste devant. Il ne manquait qu'un pas. La traversée n'était pas une aventure, c'était une attente, une épreuve silencieuse. La mer nous avait changés, avant même que la Nouvelle-France ne commence. Je ne me souviens pas de chaque jour, mais je me souviens d'avoir tenu jusqu'au bout. La mer ne m'a rien donné, elle m'a changé. Mon corps se souvient encore de la traversée, même quand les mots s'effacent. Avant de poser le pied à terre, j'étais déjà arrivée quelque part. Et sans le savoir, c'était exactement ce dont j'aurais besoin pour bâtir cette vie nouvelle. Tout comme Marie, c'est plus de 800 jeunes filles qui ont fait le choix de venir ici s'établir pour bâtir une vie, un foyer, une terre. Comme François, plus de 400 soldats ont fait le choix de rester ici dans cette terre nouvelle. Elles n'arrivaient pas ici les mains vides, mais chargées d'un courage discret. Elles venaient pour bâtir une vie, un foyer, et donner racine à cette colonie. Ces soldats ont choisi de déposer les armes de la traversée pour prendre en charge celles de l'établissement. Ils sont restés et ce choix a changé le destin de ce pays qui allait devenir le Canada. Ces jeunes filles ne venaient pas ici seulement pour peupler un territoire. Elles venaient avant tout pour l'habiter. Par leur travail, par leur courage et surtout par leur persévérance. Ces soldats ont reconnu ici une terre à défendre autrement, non plus par l'épée mais par la présence. Quand la paix s'est installée, elle n'a pas fait de bruit. Elle est venue lentement, avec les mêmes gestes répétés jour après jour. Certains d'entre nous ont cessé d'être des soldats sans jamais cesser de veiller. Ce pays ne s'est pas bâti d'un coup, il s'est appris. Quand la traversée s'est terminée, tout n'était pas réglé. Il restait à apprendre à vivre ici, jour après jour. À faire une place au silence, au travail et aux autres. Ce n'était pas une fin, c'était un commencement. Mais ça, c'est une autre histoire.